Bien, je pense qu'on va gentiment démarrer comme ça. Donc, il y a des mots tels que militantisme, invisibilité, qui ont été déjà, on les a plusieurs fois entendus dès le début de cette matinée. Et on sait aussi comment dans l'histoire du VIH-Sida, il y a des oubliés chez les oubliés par la société. Et avec cette table ronde, c'est là aussi l'occasion de faire un focus là-dessus. Modérer cette table ronde sera Lauriane Pichonna, que je remercie, qu'elle présentera donc les intervenantes et intervenants de cette table ronde. Lauriane Pichonna, elle est chargée de projet au centre Maurice Cholimont Sciences et Sexualités, à savoir notre centre a 3 axes de réflexion, de recherche, de formation et de projets en lien avec la cité, qui sont respectivement art et savoir sur les sexualités, droits sexuels et santé sexuelle. Et Lauriane Pichonna, elle est en charge notamment des projets en lien avec la santé sexuelle. Une journée comme celle-là, elle est aussi faite de plein de contacts, de coordination, de réservation dont Lauriane était aussi en charge et que je prends l'occasion de remercier. Auparavant, parce qu'on travaille à ce projet depuis environ une année, l'a fait Bénédicte Pro, que je remercie aussi. Et par ailleurs, il y a énormément de bénévoles, on le verra aussi dans la table qui nous attend tout à l'heure, qui ont travaillé cette journée. Donc c'est aussi une occasion pour les remercier et je passe la parole à Lauriane. Merci beaucoup Ferdinando pour la présentation, pour les remerciements. Donc je suis très très heureuse d'animer aujourd'hui cette table ronde intitulée Militantisme et invisibilité dans l'histoire du VIH-Sida. Je vais avoir le rôle pas très cool d'être garante du temps parce que l'idée c'est vraiment qu'il y ait un moment après pour que le public puisse prendre la parole, poser des questions. Donc je vais me permettre à un moment de dire qu'on met fin à la table ronde et on va faire un petit peu moins que 50 minutes parce qu'on est en retard. Donc pour pas finir trop tard. Donc les 3 grands thèmes thématiques de cette table ronde, ça va être l'invisibilisation de certaines populations dans l'histoire et dans le vécu du VIH-Sida, aussi l'invisibilité de la maladie. Tout ça nous amènera à parler de discrimination et de stigmatisation, le tout agrémenté par le militantisme. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est quels sont les enjeux du militantisme en 2022, où est-ce qu'on en est avec les luttes militantes en 2022. J'ai 3 intervenantes que je suis donc très 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 heureuse d'accueillir ici. Je vais vous laisser vous présenter vous-même, comme ça vous dites ce que vous avez envie de dire de vous, de votre parcours professionnel, de votre parcours personnel. Qui a envie de commencer ? Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Laura Mellini, sociologue à l'Université de Fribourg. Je commençais à m'engager dans la recherche sur le VIH-Sida à la fin des années 90, donc à un moment charnière où les trithérapies venaient d'arriver sur le marché. Et la première étude à laquelle j'ai participé portait sur les proches aidants des personnes vivant avec le VIH ou même décédées du sida. Donc des conjoints, des partenaires, des amis qui partageaient leur vie quotidienne avec des personnes vivant avec le VIH ou décédées du sida et qui les soutenaient dans leur vie quotidienne, donc avec un soutien matériel, affectif, moral, etc. Et à ce moment-là, j'étais vraiment très très marquée par la solitude de ces personnes qui vivaient avec le VIH et surtout de celles qui décédaient du sida. Donc ces proches les accompagnaient avant tout à une mort sociale, si j'ose le dire ainsi, avant de les accompagner à la mort physique. Et à partir de là, donc, je me suis vraiment spécialisée sur la stigmatisation vécue par les personnes vivant avec le VIH et les discriminations aussi vécues par ces personnes. Donc avec une première étude sur les formes de secret autour de cette maladie, on va y revenir probablement après, donc sur cette gestion complexe de l'information relative au diagnostic.
à qui on le dit, à qui on ne le dit pas, pour quelles raisons, avec quelles conséquences sur sa vie quotidienne. Et à partir des années 2010, je dirais, je me suis spécialisée sur des populations encore plus précaires, donc qui cumulent les situations de vulnérabilité. Donc les personnes issues de la migration séropositives, les femmes migrantes séropositives vivant en Suisse, donc avec le VIH, et ensuite voilà, d'autres populations migrantes, toutes origines confondues. Alors au départ, c'était par rapport aux femmes d'origine subsaharienne. On pourra revenir aussi là-dessus. Évidemment, il nous appartient aussi à nous, chercheurs et chercheuses, de nous questionner sur les populations sur lesquelles nous avons mené nos enquêtes, en probablement leur assignant une vulnérabilité supplémentaire par désignation, puisqu'on a fait de ces personnes ou de ces populations des populations d'enquête. Mais je reprendrai tous ces éléments plus tard. Bonjour, merci de m'avoir invité à cette table ronde. Donc, je suis Catherine Capusta-Palmer. Je travaille actuellement au planning familial de Paris sur responsable du programme Femmes et SIDA, donc du planning familial. Je suis arrivée dans la lutte contre le sida il y a pas mal d'années, puisque je suis séropositive moi-même depuis 1987. Et en fait, ce qui m'a amenée à la lutte contre le sida, c'est que très vite, en tant que femme, donc 87, c'est vraiment le début de l'épidémie, et en tant que femme, je me suis très vite aperçue que les choses n'allaient pas se passer du tout de la même manière pour moi que parce que j'étais une femme, et que l'épidémie chez les femmes à cette époque-là, on n'en entendait pas parler, c'était le cancer gay, et puis on n'avait pas d'information ni d'accès à la prévention, ce qui n'est pas ce qui 40 ans après est encore un problème, mais à l'époque c'était encore pire. Donc après avoir perdu des amis, des compagnons, j'ai décidé qu'il fallait y aller, et qu'il fallait que je sache, qu'il fallait que je comprenne, et que j'apporte un peu cette partie femme. Et je suis allée frapper à la porte d'Act Up Paris. J'ai appris qu'à Act Up Paris, il y avait une commission femmes à cette époque-là. Et quand j'y suis allée, c'était vraiment pour apprendre, connaître ce qui allait se passer au niveau médical pour nous, les femmes. On n'avait aucun renseignement, on ne savait pas. Je savais que physiologiquement, on était différentes des hommes, et qu'on allait, que les choses donc n'allaient pas se passer de la même manière, on était face à une maladie, que socialement, ça n'allait pas se passer non plus de la même manière, puisqu'on était des femmes et qu'on est face à une maladie sexuellement transmissible. Et c'est ça, je pense, le gros problème du sida. On n'est pas c'est pas une maladie comme les autres. Et donc j'ai voulu militer pour la place des femmes face à cette recherche d'une maladie sexuellement transmissible. Donc j'ai beaucoup milité à la commission de traitement et recherche d'Act Up. J'ai fait partie du TRT5 dont on parlait tout à l'heure. J'ai travaillé aussi
à la NRS sur les spécificités des femmes en gynécologie, et puis j'ai été aussi membre du Conseil national du sida, où c'était 2005 à peu près, je pense, où il n'y avait pas encore eu de femmes qui étaient présentes au Conseil national du sida à ce moment-là. Ensuite, maintenant je travaille pour le planning familial sur la question des femmes. Je m'appelle Paolo Ducoli. Actuellement, je suis à PVA, mais mon militantisme a commencé en 1990. J'étais contaminé en 89. Et depuis 90, j'ai travaillé avec Dialoguer. J'étais avec Philippe Esnault et je faisais les petits dessins de Dialoguer, ce qui m'a permis à participer à la première marche qu'on avait fait en 1991. On avait dessiné des petites figures par terre pour marquer les gens qui étaient morts parce qu'on nous avait empêché de mettre 5000 croix à plein palais. Et c'était la période des cahiers noirs aussi pour l'hôpital. Donc le militantisme en fait est né par le fait qu'il n'y avait pas de réponse. Et donc on devait créer avant tout l'intérêt, attirer l'intérêt sur quelque chose qui se passait, chose qui a été faite pendant plusieurs années. On faisait des marches, seule chose qu'on fera aujourd'hui. Et on marquait en fait les gens en passant dans la ville, donc en rappelant aux gens qu'on était là parmi eux. Personnellement, j'ai perdu aussi mon ami, donc le chemin a été assez violent, mais c'est vrai que pour moi, la revendication première, c'est de dire, de communiquer. Communiquer avant tout. On le fait dans les écoles, je le fais dans ma vie. Pour moi, ce n'est pas un problème d'être séropositif, mais c'est un problème pour les autres. C'est vraiment ça. Donc, je suis homosexuel et alors, ça me regarde. Pourquoi tu tournes la tête? Et justement, étant quelqu'un d'un peu en dehors des sentiers battus, j'arrive à jouer aussi sur les stigmatisations, sur le préjudice, et d'arrêter de regarder la personne et de donner une avis juste parce qu'on a ça. Il faut connaître les gens. Et en même temps, pour donner aussi la possibilité de nous connaître, il faut nous connaître. Donc il faut communiquer. Communiquer qui on est, communiquer qu'est-ce qu'on vit, communiquer aussi nos peurs, nos valeurs, et aussi notre joie de vivre. Par contre, je suis horripilé par le fait qu'on habille avec des belles paroles des personnes qui sont malades. C'est-à-dire, c'est pas, oui, séropositif, séronégatif, on a inventé des choses absurdes. La normalité, pour moi, aujourd'hui, c'est une fausse normalité. Basta, soyons pas hypocrites. On nage dans l'hypocrisie totale. On y nage dedans, on nous oblige à être hypocrite. Moi, je ne veux pas être. Donc, je deviens une pierre qui a plein de gueule aux gens. Mais c'est ça qu'il faut aujourd'hui, parce qu'apparemment, les gens se sont endormis, ils ont tout oublié, et on peut être vacciné contre le Covid, mais on peut faire tout ce qu'on veut sexuellement. Mais c'est encore une vitesse, ça. Voilà, pour moi, c'est ça qui arrive. La société aujourd'hui, comme il disait Bertrand, mise au point, avec qui, Bertrand, je faisais le projet école, la médecine, elle est très loin et la société reste en arrière. Je disais, ça sert à... Moi, je continuerai à le dire toute ma vie, tout autour de moi. À Genève, j'ai plus l'impression d'être mis au point que dans mon petit village où j'habite, au Tessin, où je vais, et avec tout le monde, de 80 ans, je parle, ils savent que j'ai le sida, et ça ne leur pose pas de problème. Parce que je ne couche pas avec eux, Carole. Je ne couche pas avec les gens. Les gens qui disent, non, basta, soyons un peu concrets. Au cas où, on ne voit pas dans mon père qui s'effraie. Je ne vais pas m'exalter, ah non, tu n'as pas vu de mon... Non, mais laissez-moi vivre ma vie, vivez la vôtre, communiquons, parce que chacun, il a un monde intérieur magnifique. C'est juste savoir ouvrir les portes. Voilà, et c'est ce que je fais. J'ai milité, alors dialogué, après je suis passé au ministère SIDA, où là j'ai eu en pleine gueule toute la migration qui arrivait avec des violences, des coups de machette quand ils avaient la guerre là-bas, et puis ils disaient, et j'ai aussi le sida, on m'a violé. Toi tu te fais tout petit comme ça, et tu dis, attends, je vais t'aider. Donc être humble et sincère et vrai permet de faire un bon travail. Merci.
Mais justement, ce que vous dites concernant votre dessin, tout le monde le sait, j'y vais, c'est comme ça me permet de rebondir sur la question du secret que vous avez beaucoup étudié, Laura. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette question du secret, de dire ou pas dire? Est-ce que c'est plus facile pour certaines personnes ou certaines populations de le dire? Oui, alors je voulais aussi reprendre un élément qui me paraît très, très important que Paolo vient d'amener. Donc on parle de normalisation du sida. En fait, je te rejoins, cette normalisation, il faut le préciser, elle est sur le plan médical, si tant est qu'il y en ait une normalisation. Parce qu'on pourra toujours parler des effets secondaires des médicaments, etc. etc. Mais s'il y a une normalisation, elle est sur le plan médical. Je suis de loin pas persuadée qu'on est aujourd'hui, en 2022, à une normalisation sociale du VIH-Sida. Et d'ailleurs, lorsque l'ONU-Sida parle de fin de l'épidémie, d'arriver à la fin de l'épidémie, je suis très sceptique, parce que tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes des inégalités sociales de santé, on ne pourra pas atteindre cette élimination de la pandémie. C'était pour rebondir par rapport à ce que tu venais de dire, que je trouvais très, très important à souligner. Mais non, par rapport au secret, effectivement, bon, qui dit que l'épidémie n'est pas normalisée sur le plan social, dit également que les personnes qui vivent avec sont très très prudentes encore aujourd'hui à informer les personnes autour d'elles quant à leur séropositivité. Donc nous avons un peu questionné les personnes, comment dirais-je, de tout horizon, de tout milieu, y compris issus de la migration ou pas, etc. Et même les personnes qui ne sont pas concernées par la migration sont aujourd'hui encore très prudentes là-dedans. Pourquoi? Parce que la crainte d'être stigmatisée est toujours présente. On peut reprendre des éléments qui ont été déjà évoqués. Qu'est-ce qui fait que les personnes aujourd'hui ont encore peur de dévoiler leur séropositivité? C'est parce que le VIH est une maladie sexuellement transmissible. Derrière le fait d'être atteint, il y a tout de suite la question comment l'as-tu chopé, ce virus? Une question évidemment qu'on ne pose pas pour quelqu'un qui est malade d'un cancer. Et donc c'est déjà une première probablement réticence à en parler, parce qu'on va tout de suite me demander comment est-ce que je l'ai eu, et les personnes vont se sentir responsables d'un acte, d'un comportement qu'elles ont pu avoir à un moment donné dans leur vie, etc. C'est une maladie qui est sexuellement transmissible, mais c'est également une maladie qui est rattachée à des comportements sexuels perçus, considérés comme déviants, moralement, socialement déviants. Et là, on entre par exemple dans les sexualités dites minoritaires, on rentre dans les sexualités, par exemple le sexe tarifé, etc. Donc toutes des formes de sexualité considérées comme déviantes qui font que les personnes sont réticentes encore aujourd'hui à informer leur entourage de leur séropositivité. Et après, juste peut-être pour conclure sur ce point, il y a probablement, oui, des milieux dans lesquels le secret est encore plus prégnant. Alors, nous avons pas mal investigué donc, en contexte migratoire, notamment chez les personnes issues de la migration subsaharienne. Et là, effectivement, il y avait beaucoup de réticence à dévoiler la séropositivité pour des raisons supplémentaires qu'une personne née ayant été socialisée en Suisse peut amener. Donc la crainte de la stigmatisation, du rejet dans les communautés ethniques d'origine était très très forte, en tout cas chez les femmes avec lesquelles nous avons mené des entretiens. Et on sait qu'en contexte migratoire, la communauté d'origine est très importante en temps normal parce qu'elle accorde beaucoup de soutien aux personnes qui ont migré. Donc c'est vers la communauté d'origine qu'on se tourne pour avoir un logement, pour trouver un petit job. Et donc ces femmes-là ne voulaient pas dévoiler, révéler leur séropositivité dans les communautés d'origine, par crainte de perdre ces opportunités-là. Et puis c'était
des femmes précarisées un peu à différents niveaux, donc avec très peu de revenus, de sources économiques, des femmes peut-être sans permis de séjour ou avec des permis précaires, ou bien des femmes dont la possibilité de rester en Suisse dépendait d'un mariage avec un homme suisse. Donc voilà, toute une série juste pour vous illustrer quelques éléments de la vie quotidienne qui peuvent faire en sorte que le secret devient encore plus prégnant. Moi, je pensais juste, pendant qu'elle parlait, la dystonie qu'il y a entre secret et réalité, et normalité. J'ai vraiment, on parle de normalité, et puis après, tout d'un coup, il y a un secret. Elle est où la normalité là? Il n'y a pas de normalité. Alors arrêtons de mettre ces mots-là, parce que moi ça m'énerve, ça me heurte, on dit, au plus haut point. Moi, ce qui me frappe et ce qui m'inquiète, parce que je vois pas de solution, mais c'est ce que tu disais, et c'est là on est à 40 ans de l'épidémie. Et cette question, on est encore en train de se la poser. Et, ça, c'est terrifiant parce que qu'est-ce qui fait que... Bah, si on a répondu ce matin partiellement à cette question, ce qui fait que cette maladie-là oblige encore beaucoup de personnes à se cacher, à ne pas le dire, on le voit même dans les couples, parfois, à ne pas dire des femmes qui ne disent pas, qui ne peuvent pas dire à leurs compagnons sans prendre le risque d'être mises à la porte et d'être perdues. Cette espèce de aussi cumul, moi je dirais, de situations qui mettent des personnes en situation de vulnérabilité. Donc il y a une espèce de cumul, c'est-à-dire si on est une femme, par exemple, on va cumuler le problème d'être femme, la situation des femmes dans la société. Si on est femme en plus d'origine d'Afrique subsaharienne, ce ne sera pas la même chose que si on est une femme suisse ou blanche en France, ça ne sera pas la même chose. Et voilà, et les risques se cumulent comme ça, la précarité, le risque pour les femmes d'être victimes de violences aussi. Mais dans toutes ces situations, alors c'est pas dire que les femmes sont plus vulnérables, c'est que les situations les mettent face à des plus grandes vulnérabilités, un cumul de vulnérabilité comme ça. Et c'est ça qui fait peur aussi avec cette maladie, justement. Et la possibilité aussi de parler. Moi, j'ai vu que, un peu malgré moi, parce que ma situation sociale, ma situation familiale m'a permis de parler. Souvent, je suis obligée de parler à la place des autres, alors que les autres, elles ont aussi plein de choses à dire. En fait, nous sommes l'arbre qui chérit la forêt, pas qui cache la forêt. Parce que la forêt, elle voudrait parler. Mais si on dit qu'on est séropos au travail, aujourd'hui, ou avec quiconque, même un ami, on va vous dire, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Ah, voilà. Et ça serait des réactions violentes. Donc, c'est ça. Moi, je rejoins. Moi, ça fait 19 ans que je suis seul. Je ne suis pas jeté à la poubelle, mais cavoli. Quand je dis que je suis séropos, les gens font bon en arrière. Alors, moi, j'en ai marre de faire de la prévention dans mon lit. Je préfère la faire dans la rue, de la faire aux gens. Mais c'est vrai que c'est triste et c'est une violence vraiment grande. Il y a tellement de gens qui sont seuls avec leur virus, avec leur histoire. Et puis après, quand on vieillira, moi j'ai 55 ans, d'ici 10 ans, je serai dans l'OMS. Yao, je serai dans un village où tout le monde saura tout et tout le monde se déchaînera comme des fous. Parce qu'en fait, ils n'auront rien compris de ce qu'on a vécu. Et c'est ça en fait. Souvent, moi je dis, pour faire un discours sérieux, il faut mémoire. Sinon, le discours, il est vide. Et nous,
c'est vrai, on arrive avec la mémoire, on arrive avec des histoires qui sont lourdes. On les raconte en 10 minutes avec le sourire. Parce qu'il ne faut pas faire peur. Il faut faire envie de faire l'amour, d'avoir du plaisir, mais savoir se protéger. Et quand on va dans les écoles, la première chose que je dis aux filles, à 15 ans, tu as envie d'être enceinte? Alors, parlons de prévention. Mais parlons totalement. Le fémidome, expliquer aux gars que tu ne mets pas la capote et que tu sautes. Yeah! C'est vraiment mettre aussi un peu d'énergie. Longtemps, on devait faire peur. Aujourd'hui, il faut aller vers la vie. Mais c'est vrai que si cette normalité qu'on me donne, après on me la coupe d'un côté, on me la coupe de l'autre, il n'y a que la paix qui reste. Moi, Catherine, j'avais envie de vous entendre sur l'invisibilisation justement des femmes dans cette lutte contre le VIH-Sida. En fait, qui sont ces femmes? Comment sont-elles invisibilisées? Peut-être pourquoi? L'invisibilité, comme je disais, moi je suis arrivée dans la lutte contre le sida, c'est pour la place des femmes dans la recherche. C'est-à-dire que pendant, et encore aujourd'hui, pendant très longtemps, les résultats de recherche, les études, les questions posées par les personnes malades, par les femmes malades, sur ce qui se passait pour elles en tant que femmes, n'avaient aucune réponse. Et c'est encore un peu compliqué. Les femmes dans la recherche n'ont été étudiées, entre guillemets, que dans le cadre de la transmission de la mère à l'enfant, c'est-à-dire en tant que mère. Là, il y a eu énormément de progrès, ce qui est très bien, puisque aujourd'hui, les femmes séropositives peuvent avoir des enfants, ce qui, pour certaines femmes, est une chose vraiment très importante. Mais c'est par ce biais-là qu'on a, ne serait-ce que épidémiologiquement, dans la recherche, dans la prévention aussi, dans le cadre de la prévention, on a montré les femmes que en tant que mère. Mais pour le reste, pour ce qui allait se passer au moment de l'arrivée des antirétroviraux, justement, les trithérapies, nous les femmes, on a testé, excusez-moi, j'ai un peu la fièvre, je suis malade, donc j'ai pas l'esprit tout à fait clair, j'ai l'esprit un peu fiévreux, mais comment dire, dans la... quand les trithérapies sont arrivées, on a testé les médicaments dans la vraie vie. C'est-à-dire, les résultats, tous les traitements étaient étudiés sur les hommes. Et nous, c'est dans la vraie vie. Et on a dû aussi, donc on était invisible dans la recherche, on le revendiquait, mais c'était compliqué parce qu'on nous renvoyait que ça allait être compliqué si on mettait beaucoup de femmes parce que ça allait fausser les données. Donc ça voulait dire aussi, si ça faussait les données, ça voulait dire que les données n'étaient pas les mêmes pour les femmes et pour les hommes, ce qui quelque part est logique, physiologiquement on n'est pas pareil. Mais ensuite, on a vu petit à petit que de plus en plus de femmes avaient les mêmes effets secondaires de traitement. Je pense notamment aux lipodystrophies, aux lipohypertrophies. Les femmes, d'un coup, voient leur corps se transformer et on ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas. Et on nous dit, c'est pas grave, vous êtes vivant, tout va bien. Ça a été que des choses comme ça, et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, on a pris énormément de retard sur cette question, puisque on n'a toujours pas avancé. Excusez-moi, je vais tousser. Oui, c'est ce qui fait aussi, vous m'aviez expliqué que en tant que personne concernée, vous avez dû, vous, avoir une expertise, en fait, médicale, sur la recherche, parce que justement, vous n'aviez pas les réponses, donc il y avait cette idée de... On doit tout connaître, on doit s'informer, et
part dans la discussion de sage-fond, je ne sais plus comment on a dit, mais... C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé dans la lutte contre le sida. C'est qu'on a dû devenir experts nous-mêmes de notre maladie. C'était parce que on vivait, on découvrait les choses dans la vraie vie, et il fallait le partager avec les médecins pour faire avancer les choses. Et idem, c'est ce qui était discuté tout à l'heure sur l'échange entre médecins. Et nous, les patients et les femmes, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, on a dû aussi se battre contre nos médecins pour dire « Attention, vous n'êtes pas devant un homme, vous êtes devant une femme. C'est pas pareil. » Et se battre, ça voulait dire qu'ils ne nous répondent pas, ben non, c'est pareil. On avait besoin de réponses. Je voulais juste amener ce point de l'invisibilisation des femmes dans un contexte encore plus large. Alors là, on parle du VIH, mais de manière plus large, je ne sais pas, je peux vous inviter à sortir vos smartphones et puis aller sur la page d'accueil des HUG et vous verrez qu'il n'y a que des patients hommes, qu'il y a des visiteurs hommes et qu'il n'y a que des professionnels hommes de santé, de soins. Donc voilà, une petite note polémique, mais c'est pour montrer que l'invisibilité des femmes, elle est ailleurs, et pas seulement par rapport au VIH, et qu'il y a encore du travail. Je vais reprendre ce sale rôle de garante du temps, mais j'avais vraiment encore, il y a plein de choses que j'aurais envie d'aborder avec vous, mais j'ai encore envie de vous entendre sur le thème du militantisme en 2022, quels sont les enjeux, quelle est l'évolution, de manière assez succincte, si possible. Je pense que les photos là-bas parlent pour nous. En 1994, on avait des questions, il n'y a pas encore de réponse. Et 30 ans sont passés. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Le militantisme est important aujourd'hui comme d'antan. Personnellement, je suis un militant à 100%, mais sans le savoir, parce qu'en fait, je vis ma vie, et ma vie est ma vie. Et donc, dans ma vie, je raconte que je suis homosexuel, et alors que je vis le sida, et alors je suis autre, je ne suis pas la maladie. Mais par contre, c'est vrai qu'on est invisible. En Suisse, il y a une vingtaine de personnes qui témoignent dans les écoles, au total. Et l'OMS, que j'aime bien, elle dit qu'il y a 1% de la population suisse qui est atteinte du sida. En plus, si on veut des chiffres, 317 personnes contaminées en Suisse, c'est déjà trop l'année passée, ou cette année, sur 8 millions de personnes. En Italie, 1700 sur 65 millions de personnes. Donc peut-être la Suisse elle est encore en tête de liste. Il faudrait arrêter de dire que tout est bien, il faudrait peut-être secouer la SS et leur dire de faire des vraies campagnes de sensibilisation. Voilà, pour moi c'est ça le militantisme. Être toujours devant, faire des propositions, se faire même baffer parfois avec qui c'est les frères. On m'a dit que j'étais presque quelqu'un qui ne devait plus faire le témoignage parce que ça ne se servait plus. Ça venait d'un professeur d'école. J'ai regardé, j'ai dit, mais chaque année, tu as des nouveaux élèves qui arrivent. Mais c'est la même chose pour le sexe. Chaque année, il y a des jeunes qui s'éveillent. Donc, si on ne leur donne pas le A, B, C, D, ils ne vont pas comprendre. Si tu parles des choses là-haut, ils ne vont pas comprendre. Voilà, ça, c'est le militantisme. Ne pas avoir peur de se mettre en avant, être sincère. C'est vrai que tu dois être transparent. Tu ne peux pas être avec des secrets. Voilà. Parce que sinon, ça ne joue pas. Et ça, c'est un enjeu que voilà, on voit qu'il n'y a que 20 personnes qui arrivent à le faire. Parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Mais si j'avais un enfant, je devais chérir mon enfant. Parce que après, à l'école, on lui donnerait le truc, t'as le sida, la maman. Il faut être vraiment clair que la société, quand on est des enfants, dès qu'un il a quelque chose, la société, c'est la même chose. Oui, alors je pense que je te rejoins complètement, le militantisme a toujours sa place ici, d'autant plus que les enjeux changent, on l'a déjà entendu à plusieurs reprises ce matin, par exemple la problématique des personnes qui ont vieilli avec le VIH, et incarné par entre autres. Et donc voilà, par exemple, préparer
le personnel qui travaille dans les établissements médico-sociaux à l'arrivée de ces personnes, à la problématique liée à ces personnes. C'est un exemple de nouvel enjeu auquel on doit faire face aujourd'hui. Le manque d'information des jeunes, on l'a déjà aussi relevé, c'est un autre enjeu sur lequel il faut continuer à militer. Après, probablement, le type de militantisme doit être un peu revu sur la forme, à mon sens. Parce que si on regarde le militantisme du début de l'épidémie, c'est un militantisme qui était dans l'urgence, qui essaie de trouver des solutions à l'urgence. Et puis, surtout, c'est un militantisme assez homogène, dirais-je, sur le profil sociodémographique. À savoir que c'est un militantisme qui était beaucoup porté par des hommes homosexuels, blancs, donc non racisés, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a la place pour un autre type de militantisme, peut-être qui unit différentes formes de minorisation, donc qui puisse porter le discours, les valeurs et les revendications de personnes qui sont minorisées sur plusieurs plans. Par exemple en termes de genre, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, mais aussi papier ou pas papier, si on est des personnes issues de la migration, etc. Donc des personnes qui continuent d'être moins dotées en ressources, en capitaux, dirait Pierre Bourdieu, économiques, sociaux, culturels, etc., et qui ont eu moins la parole jusque-là. Justement, je voulais juste rebondir sur ça. Avec notre petit livret, les histoires en pilule, on répond un peu à ça, parce qu'en fait, on a des histoires différentes, pas seulement homosexuelles, personnes de couleur, avec justement des problématiques que nous, on ne connaissait pas, et qui Caroline. C'est assez fort. Et ça, c'est juste parce que justement, avec ça, c'est aussi du militantisme actif. C'est-à-dire que ce livret, il arrivera dans toutes les maisons des enfants qui ont écouté, ou des jeunes qui ont écouté nos témoignages, et ils pourront discuter de ça, et avoir de la matière, à discussion et à réflexion. Et ça, c'est aussi le militantisme. Comme il peut changer, justement, aujourd'hui on réfléchit plus sur les actions, et l'action elle sera plus ciblée et peut-être plus puissante. Tantôt on a l'air vraiment comme une avalanche, voilà. Ah, tu nous as dit le fait justement de commencer à regarder aussi autour, de regarder les femmes qui parlent de leur expérience, et aussi un homme de couleur qui arrive à dire quelque chose, que c'est un parcours que nous on ne connaissait pas du tout. Et ça, c'est aussi s'ouvrir au monde et dire que la Suisse est top 1 en santé, on a encore des contaminations ailleurs, par contre le monde est fort différent. Donc c'est pour ça que c'est important de faire du militantisme et de faire de la formation. Voilà. Un petit truc. Très volontiers. Non, parce qu'en fait, ce matin, on a prononcé aussi beaucoup le mot de communauté, communautaire. Et c'est vrai que les luttes ont été communautaires, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé, et les HSH ont fait la lutte contre le sida, ont fait avancer la lutte contre le sida, la recherche, la visibilité, toutes ces questions-là. Mais pourquoi ? Parce que c'était une communauté, il y a eu la communauté. Mais par exemple, pour les femmes, on s'est aperçu que chez les femmes qui ont créé les premières des associations de lutte contre le sida sont été les femmes d'origine d'Afrique subsaharienne, parce qu'elles aussi, il y avait cette communauté, elles ont créé, cette lutte. Et par contre, comme pour moi, les femmes blanches hétérosexuelles, on est complètement perdu dans l'épidémie de sida, et d'ailleurs, on est touché aussi par cette épidémie, mais c'est encore plus invisible, encore plus indicible du coup, et ça a des conséquences sur la prévention aussi, puisque du coup,
on n'est pas visible, on ne se montre pas, on ne lui dit pas. Bah, du coup, toutes les femmes blanches de plus de 50 ans ne se sentent absolument pas concernées. En plus, on ne les aide pas puisque dans la prévention, ou bien leur médecin va pas leur parler du test, par exemple, du VIH, puisque c'est une femme blanche de plus de 50 ans, puisqu'elle risque, en plus, elle est mariée, si en plus, pour le peu qu'elle soit mariée, bah, c'est terminé, elle, de toute façon, elle n'a même plus de sexualité, donc on s'en occupe plus. Et voilà, on en est à des... Donc, heureusement que les femmes originaires d'Afrique subsaharienne se sont mobilisées, ont créé des associations, notamment en France. En France, il n'y a pas d'association de femmes de lutte contre le sida, à part des associations de femmes africaines. Et ce sont des associations comme le Planning, par exemple, association féministe qui traite des questions de santé sexuelle, qui se mobilisent, mais sinon, même dans les associations de lutte contre le sida, c'est compliqué. Merci beaucoup. On va prendre quelques minutes pour des questions du public. Je vais faire un mini témoignage cette fois-ci. 1012. J'ai essayé d'être le plus bref possible en parlant de militance. Il est vrai que la militance d'aujourd'hui n'est plus celle qu'il y a 40 ou 50 ans en arrière, je suis bien placé pour le savoir. C'est un constat que je fais dans un premier temps. Et quand on parle de militance ici, je me dis, mais que faudrait-il faire pour que nos jeunes redeviennent des militants? Moi, je constate que dans les associations qui me sont chères à mon cœur, à dialoguer, PVA, Genève en particulier, j'ai l'impression d'être dans un stade où il y a des gens très compétents, admettons des footballeurs, oui, puisque c'est un peu la mode maintenant, qui jouent très bien, qui sont à la hauteur, etc. Mais où est le public qui devrait encourager ces associations à faire le travail qu'elles font? Moi, je constate que ce public, il est extrêmement, s'est raréfié d'une façon absolument impressionnante. Et une des raisons majeures de ça, c'est que ce public, il est ailleurs maintenant, il est sur les réseaux sociaux. Et je me pose encore et encore la question, comment essayer de récupérer, entre guillemets, une partie de ces jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, à s'intéresser à nouveau à venir dans les associations et à échanger et à avoir des projets. Une toute petite chose, j'étais dans le cadre des 40 ans de dialoguer, on a fait des petits films à dialoguer, et j'étais confronté, c'était intéressant, à un jeune homme de 23 ans, jeune 74, entre parenthèses, juste voyez pour montrer la différence d'âge. Évidemment que notre manière de regarder le monde est absolument totalement différente. C'est pas bien, on va pas bien, je fais juste le constat que nous, on a retroussé nos manches, on a nécessité, on était des bûcherons, comme je l'ai dit quelque part il n'y a pas très longtemps. Et nos jeunes d'aujourd'hui, je trouve génial qu'il y ait 35 000 personnes à la manifestation gay de Genève. Oui, c'est bien, mais qui sait d'où ça vient Stonewall, etc. Voilà. Donc on ne sait pas, on ne sait plus grand-chose de tout ça, mais on peut rafraîchir les mémoires, bien sûr. Et tout ça pour vous dire que ces jeunes aujourd'hui, ce jeune en particulier là, il me disait, mais moi, au fond, je suis gay, voilà, j'ai fait un travail de diplôme parce que mes parents voulaient ça, puis après tu es gay et tu peux faire ce que tu veux. Et lui, son projet, c'est devenir drag queen, pourquoi pas, puis ensuite c'est faire avoir une vie artistique, une vie créative, etc. Et puis le militantisme, je pose la question pour l'interrogation, et le militantisme est, voilà, 3 points de suspension. Si on ne fait rien là contre, je pense que nos associations vont se vider définitivement. Et ça, pour ma part, dans les nécessités d'aujourd'hui,
ça me paraît extrêmement négatif, voilà, enfin, préjudiciable, voilà le mot que je cherchais. Merci. Je laisse Qui a répondre, envie de mais se juste, prononcer sur les jeune. dragues ils peuvent être aussi militants. Hein. Donc il faut quand même avoir aussi être à l'écoute de la manière dont d'autres formes de militantisme peuvent émerger, au cas où. Alors, pour répondre juste vers le vide, à Genève, on est un peu un cas étrange, parce qu'à Fribourg, c'est les jeunes qui vont faire de la prévention auprès des jeunes. À Genève, on n'arrive pas. Alors, nous, on est ouvert, parce que vraiment, on est ouvert, et on continue de dire, venez, mais souvent, et ça c'est dommage, mais c'est de nouveau des conneries morales, les gens pensent que quand tu viens dans une association de PVA, tu es malade du sida. Même les gens ne veulent pas rester derrière le stand quand on fait les stands, parce que si on me voit, on dit que j'ai le sida. Un moment m'a demandé si j'allais voir des pots avec des gens avec le sida. Je voyez-vous la stupidité qu'on vit encore. Alors c'est pour ça que nous on est tout à fait ouverts et on pense que les jeunes pourront parler mieux avec les jeunes. Moi j'ai un langage assez vulgaire, on dira par rapport à tous ceux qui ont parlé. Non, mais parce que je suis habitué à parler avec les jeunes. Je veux que les jeunes comprennent les mots que je dis. Je ne dis pas petite fleur qui va sur la veille. Je dis les mots qu'il faut. Voilà. Oui, alors je pense sur Lausanne aussi, ce sont les jeunes qui vont faire ce type de témoignage. Et pour revenir à votre question des réseaux sociaux, ben oui, je pense que les réseaux sociaux, c'est un incontournable aujourd'hui de la prévention. On a aussi vu que ça marche avec les personnes issues de la migration qui utilisent les réseaux sociaux, mais là, il faut des influenceurs, des leaders d'opinion. Parce qu'on sait que la communication, elle est beaucoup plus percutante si on utilise la communication à deux niveaux. Donc on passe d'abord par des influenceurs, influenceuses, qui vont, eux et elles, toucher la population qu'on a envie de toucher avec tel et tel message. Parce que ces personnes-là sauront quels mots utiliser, quelles expressions utiliser, etc. Juste brièvement sur les réseaux sociaux. Oui, bonjour. Moi, j'ai été contaminée en 1994 à 20 ans. Et quelques années plus tard, il y a eu les traitements. Quelques années plus tard, il y a eu la chance de devenir maman d'une fille qui est séronégative. Et très vite, j'ai eu l'envie d'aller témoigner. Mais étant maman, il fallait que je fasse attention à cet enfant qui certainement, si je faisais des témoignages, allait subir de la discrimination. Ce qui fait que je me suis retenue jusqu'à son adolescence où on en a parlé. Elle m'a dit oui, vas-y maman, c'est tout bon. Et depuis quelques années, je fais des témoignages au sein du projet Regard Croisé du groupe Santé Genève. On va les écoles viennent à nous, on va dans les entreprises, dans des banques, mais les jeunes sont intéressés si on va vers eux. Ils demandent de l'information. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à clarifier parce qu'il y a des questions, mais ils sont très preneurs. Et pour dire, le militantisme, à mon avis, n'est pas mort, puisque l'année passée, ma fille a fait une conférence en classe sur le VIH-Sida et a fini par mettre la photo de l'ancienne campagne du 1er décembre dont je fais partie avec d'autres personnes en disant ben voilà, c'est ma mère. Donc il y a de l'espoir, mais c'est vrai qu'il faut oser aller vers eux et puis parler clairement et plus on se montrera, plus ça va devenir banal entre guillemets, plus il y aura des visages différents avec des histoires différentes et on arrivera à enlever peut-être cette image des années 80-90 qui est très 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 difficile à faire partir des mémoires. Voilà. Malheureusement, on va enchaîner. Merci beaucoup Lauriane, merci beaucoup à tous les intervenants.